Hammond. La secrétaire de Gennaro entra en coup de vent, portant une valise neuve dont elle n'avait même pas enlevé les étiquettes. Vous savez, monsieur, lança-t-elle d'un air sévère, quand vous oubliez vos bagages, j'ai l'impression que vous n'avez vraiment pas envie de partir. Vous avez peut-être raison, fit Gennaro. Je vais rater l'anniversaire de ma fille. L'anniversaire de Samantha était le lendemain, et Elisabeth avait invité une vingtaine de petits brailleurs de 4 ans, ainsi que Capi, le clown, et un magicien. Sa femme n'avait pas été contente d'apprendre qu'il serait absent pendant le week-end, et Samantha encore moins. Compte tenu du peu de temps dont je disposais, poursuivit la secrétaire, j'ai fait ce que j'ai pu. Il y a des chaussures de sport à votre pointure, un short, des chemises kaki et un nécessaire de rasage. Si les soirées sont fraîches, vous aurez également un jean et un sweatshirt. La voiture vous attend pour vous conduire à l'aéroport. Et si vous ne voulez pas rater votre avion, je vous conseille de partir tout de suite. Elle sortit et Gennaro s'engagea dans le couloir en arrachant les étiquettes attachées à la poignée de la valise. Quand il passa devant la salle de conférence aux parois de verre, Dan Ross quitta la table et le rejoignit dans le couloir. Bon voyage, Donald, dit Ross. Il faut que les choses soient bien claires. Je ne sais pas exactement quelle est la situation, mais s'il y a un seul problème dans cette île, n'hésitez pas à tout foutre en l'air. Mais enfin, Dan, c'est un énorme investissement. N'hésitez pas, ne vous posez pas de questions. Faites ce que je vous dis, c'est compris? Compris, fit Gennaro en acquiesçant la tête. Mais Hammond, qu'il aille se faire voir. Mon garçon, murmura la voix âpre et familière. Comment allez-vous donc, mon cher Donald? Très bien, monsieur, répondit Gennaro en s'enfonçant dans le siège de cuir capitonné du Gulfstream 2 qui avait mis le cap à l'est et volait en direction des Rocheuses. Vous ne m'appelez plus jamais, poursuivit Hammond d'un ton de reproche. Vous me manquez, Donald. Et comment va votre ravissante épouse? Elisabeth va très bien, je vous remercie. Nous avons une petite fille. C'est merveilleux, quelle joie d'avoir des enfants. Je suis sûr qu'elle serait enchantée de visiter notre nouveau parc au Costa Rica. Gennaro avait oublié que Hammond était tout petit. Assis dans le siège voisin du jet, ses pieds ne touchaient même pas le sol et il balançait les jambes en parlant. Il y avait quelque chose d'enfantin chez ce vieillard qui devait maintenant avoir 75 ans, peut-être 76. Il paraissait plus vieux que Gennaro n'en avait gardé le souvenir, mais il ne s'était pas revu depuis près de 5 ans. John Hammond était un personnage débordant d'énergie, qui avait le sens de la mise en scène. Quand Gennaro l'avait connu, en 1983, il avait un éléphant qu'il emportait avec lui dans une petite cage. L'éléphant, qui mesurait 22 centimètres de haut et 30 de long, était parfaitement proportionné, sauf ses défenses qui étaient rabougries. Hammond l'emmenait dans toutes les réunions organisées pour collecter des fonds, et c'est en général Gennaro qui apportait dans la salle la cage recouverte d'un tissu léger comme un couvre-théière. Hammond faisait son discours habituel sur les perspectives de développement de ce qu'il appelait le marché de la biologie, puis, d'un geste théâtral, il enlevait le tissu et l'éléphant apparaissait. L'éléphant avait toujours un succès monstre. Son corps minuscule, à peine plus gros que celui d'un chat, était la promesse de miracles inouïs à venir du laboratoire de Norman Atherton, le généticien de Stanford associé à Hammond dans son ambitieuse entreprise. Hammond parlait fort bien de l'éléphant, mais il passait beaucoup de choses sous silence. Pour commencer, il voulait lancer une firme de biotechnologie, mais l'éléphant n'était pas le résultat de travaux génétiques. Atherton s'était contenté de prendre un embryon d'éléphant nain et l'avait placé dans une matrice artificielle en apportant des modifications hormonales. C'était déjà un exploit, mais Hammond laissait entendre qu'il y avait encore beaucoup plus fort. Malgré tous ses efforts, Atherton n'avait pas réussi à produire un autre spécimen de son éléphant miniature. Or, tous ceux qui le voyaient en réclamaient un. De plus, l'animal s'enrhumait facilement, surtout en hiver, et les éternuements sortant de la petite trompe remplissaient Hammond d'appréhension. Parfois, l'éléphant coinçait ses défenses entre les barreaux de la cage et il essayait de se dégager avec des petits barrissements irrités. Parfois encore, une infection se déclarait à la racine de ses défenses.
Hammond redoutait que l'animal ne meure avant qu'Atherton lui fournisse un remplaçant. Ce que le vieillard avait soin de cacher aux investisseurs éventuels, c'est que le processus de miniaturisation avait profondément altéré le comportement de son éléphant. Le petit animal ressemblait certes à un éléphant, mais il avait des réactions très vives de rongeurs vicieux et méchants, et Hammond devait dissuader les gens de le caresser pour qu'il ne se fasse pas mordre les doigts. Même si John Hammond avançait avec assurance des revenus pour l'année 1983 d'un montant de 7 milliards de dollars, son projet était extrêmement hasardeux. Il avait les idées et l'enthousiasme, mais il ne pouvait y avoir aucune certitude que son plan réussirait. D'autant plus que Norman Atherton, le cerveau de l'affaire, était atteint d'un cancer dans sa phase terminale. Encore un point que Hammond oubliait de mentionner. Quoi qu'il en soit, avec l'aide de Gennaro, il réussit à trouver l'argent dont il avait besoin. Entre septembre 1983 et novembre 1985, John Alfred Hammond trouva 870 millions de dollars pour financer sa future compagnie International Genetic Technology. Il aurait pu en avoir plus, mais il tenait à garder le secret absolu sur son entreprise et ne proposait aux investisseurs aucune rémunération du capital pendant au moins 5 ans. Cette condition en découragea plus d'un, et en fin de compte, il eut fallu accepter une majorité de capitaux japonais. Les Nippons étaient les seuls investisseurs à qui la patience ne fit pas défaut. Confortablement installé dans le siège du jet, Gennaro songeait que le vieil homme était décidément très retors. Hammond faisait comme si cette inspection ne lui avait pas été imposée par le cabinet d'avocats et se conduisait comme s'il s'agissait d'un simple voyage d'agrément. Dommage que vous n'ayez pu emmener votre famille, Donald. C'est l'anniversaire de ma fille, fit l'avocat avec un haussement d'épaule. Une vingtaine de gamins avaient déjà été invités, sans parler du gâteau et du clown. Vous savez ce que c'est? Je comprends, fit Hammond. Ce sont des choses importantes pour les enfants. Le parc est-il prêt à accueillir des visiteurs? Demanda Gennaro. Pas officiellement, répondit Hammond. Mais l'hôtel est terminé. Il est donc possible d'y dormir. Et les animaux? Bien sûr, les animaux y sont tous, dans les zones qui leur sont réservées. Si ma mémoire est bonne, poursuivit Gennaro, vous espériez, dans le projet originel, atteindre un total de 12? Oh, nous avons fait beaucoup mieux. Nous en sommes à 238, Donald. 238? Le vieillard émit un gloussement de plaisir en voyant la réaction de l'avocat. Vous ne pouvez pas imaginer, nous en avons des troupeaux entiers. 238? Et combien d'espèces? 15 espèces différentes, Donald. C'est incroyable, s'exclama Gennaro. C'est fantastique. Et tout le reste, tout ce dont vous aviez besoin, les installations, les ordinateurs? Nous avons tout, répondit Hammond. Et tout ce que nous avons fait venir dans cette île est du matériel de pointe. Vous le verrez vous-même, c'est absolument merveilleux. Voilà pourquoi vos inquiétudes sont sans fondement. Il n'y a absolument aucun problème. Dans ce cas, poursuivit Gennaro, une inspection ne devrait pas non plus poser de problème. Aucun, répondit Hammond. Mais cela fait perdre du temps. Tout doit s'arrêter pendant la visite officielle. De toute façon, vous êtes déjà en retard. Vous avez différé l'ouverture. Oh, fit Hammond en tirant sur la pochette de soie rouge qui ornait son blazer. C'était inévitable, absolument inévitable. Pourquoi? Demanda Gennaro. Pour expliquer cela, Donald, il faut remonter au tout début. À l'idée de départ, celle du parc d'attractions le plus sophistiqué du monde, doté des derniers perfectionnements électroniques, utilisant les découvertes les plus récentes de la biotechnologie. Je ne parle pas des circuits, il y en a partout, même à Coney Island. Et maintenant, tout le monde recrée des environnements avec animation électronique. La maison hantée, le repère des pirates, le Far West, les tremblements de terre. On trouve cela partout. Nous avons donc entrepris de créer des attractions biologiques, des attractions vivantes, si stupéfiantes qu'elles enflammeront l'imagination du monde entier. Gennaro ne put s'empêcher de sourire. C'était presque mot pour mot le discours qu'il tenait aux investisseurs 5 ans auparavant. Et nous ne pouvons oublier notre objectif essentiel, poursuivit Hammond en regardant par le hublot. Gagner de l'argent, gagner énormément d'argent. Je n'ai pas oublié,
fit Gennaro. Le secret pour gagner de l'argent dans un parc d'attractions, ajouta Hammond, c'est de réduire les frais de personnel. D'ouvrir un parc qui fonctionne avec le minimum de personnel. C'est pourquoi nous avons investi de si grosses sommes dans l'équipement informatique. Nous avons automatisé tout ce que nous pouvions. Oui, je me souviens. Mais il faut savoir, poursuivit Hammond sans le laisser parler, qu'avec tous les animaux et un équipement informatique aussi sophistiqué, on rencontre nécessairement des obstacles. Qui a jamais mené à bien la réalisation d'un programme informatique d'envergure sans prendre de retard? À ma connaissance, personne. Vous considérez donc qu'il s'agit d'un retard normal de mise en service? C'est bien cela, dit Hammond. Un retard normal. À ce qu'il paraît, reprit Gennaro, il y eut des accidents pendant les travaux. Des ouvriers seraient morts. En effet, il y a eu plusieurs accidents et un total de 3 morts. 2 ouvriers ont péri pendant la construction de la route de la Corniche, et un autre aurait perdu la vie en janvier, écrasé par un excavateur. Mais il n'y a pas eu d'accident depuis plusieurs mois, Donald, poursuivit-il en posant la main sur le bras de l'avocat. Il faut me croire quand je vous dis que tout avance comme prévu. Tout va bien dans notre île. L'interphone bourdonna. Veuillez attacher vos ceintures, annonça la voix du pilote. Nous allons atterrir à Choteau. Choteau. La plaine aride s'enfuyait en direction de lointaines buttes sombres. Le vent faisait voler de la poussière sur la piste de béton craquelée. Debout près de la Jeep, Grant et Ellie attendaient que le jet Grumman ait terminé ses manœuvres d'approche avant l'atterrissage. « Je déteste être à la disposition de ces Richards, » grommela Grant. « Cela fait partie du boulot, » répliqua Ellie. Un certain nombre de disciplines scientifiques, telles que la physique et la chimie, étaient subventionnées par l'État, mais la paléontologie dépendait encore fortement de fonds privés. Indépendamment de sa propre curiosité pour l'île du Costa Rica, Grant savait que, si John Hammond faisait appel à ses services, il ne les refuserait pas. C'est ainsi que, de toute éternité, le mécénat avait fonctionné. Le petit appareil se posa en douceur et roula sur la piste dans leur direction. Ellie fit passer son sac de voyage sur son épaule. Le jet s'immobilisa et une hôtesse en uniforme bleu ouvrit la porte de la carlingue. Grant fut étonné par l'exiguïté de l'intérieur de l'appareil, malgré les aménagements luxueux. Il lui fallut courber la tête pour aller saluer Hammond. « Docteur Grant, docteur Sattler, c'est vraiment très gentil d'avoir accepté de vous joindre à nous. Permettez-moi de vous présenter mon associé, Donald Gennaro. » Gennaro était un homme trapu et vigoureux, d'environ 35 ans, portant un complet Armani et des lunettes à monture métallique. Grant éprouva pour lui une aversion instinctive et lui donna une poignée de main rapide. Puis Ellie s'avança à son tour pour lui serrer la main. « Mais vous êtes une femme » s'exclama Gennaro. « Ce sont des choses qui arrivent, » rétorqua Ellie. « Elle ne l'aime pas non plus, » songea Grant. « Vous savez, bien entendu, mon cher Donald, ce que font les docteurs Grant et Sattler. Ce sont des paléontologistes. Ils exhument des dinosaures. » Sur ce, Hammond éclata de rire comme s'il trouvait l'idée très drôle. « Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît, » demanda l'hôtesse en refermant la porte. Aussitôt, l'appareil se mit en mouvement. « Vous m'excuserez, » reprit Hammond, « mais nous sommes assez pressés. Donald pense qu'il est important d'arriver là-bas aussi vite que possible. » Le pilote annonça que la durée du vol était de 4 heures jusqu'à Dallas, où il se ravitaillerait en carburant, avant de repartir pour le Costa Rica où l'arrivée était prévue le lendemain matin. « Combien de temps y resterons-nous » demanda Grant. « Eh bien, répondit Gennaro, cela dépend. Nous avons un certain nombre de choses à éclaircir. »« Vous avez ma parole, » glissa Hammond en se tournant vers Grant, « que nous n'y resterons pas plus de 48 heures. » « Je n'ai jamais entendu parler de cette île, » dit Grant en bouclant sa ceinture. « Enferme-t-elle des secrets ?»« D'une certaine manière, » répondit Hammond. « Nous avons pris toutes les précautions pour que personne ne sache quoi que ce soit, en attendant le jour où nous ouvrirons l'île à un public étonné et émerveillé. » Une occasion à saisir.
La Biosyn Corporation de Cupertino, Californie, n'avait encore jamais organisé une réunion en urgence de son conseil d'administration. Les 10 administrateurs assis dans la salle de conférence étaient donc nerveux et d'humeur irascible. Il était 20 heures et ils discutaient déjà entre eux depuis 10 minutes, mais le silence s'installait peu à peu dans la salle. Chacun remuait des papiers ou regardait sa montre avec insistance. Qu'attendons-nous demanda l'un d'eux. Il en manque encore un, répondit Lewis Dodgson. Il en faut un de plus. Il regarda sa montre. La secrétaire de Ron Meyers avait confirmé que son patron avait pris le vol en provenance de San Diego, dont l'arrivée était prévue à 18 heures. Même en tenant compte des difficultés de la circulation, Meyers devrait être là. Il vous faut un quorum demanda un autre administrateur. Oui, dit Dodgson, c'est exactement ça. Tout le monde se tut. S'il fallait un quorum, cela signifiait qu'on allait leur demander de prendre une décision d'importance. Et elle était d'importance, même si Dodgson eût préféré se dispenser de cette réunion. Mais Steingarten, le patron de la Biosyn, avait été intraitable. Cette fois, vous aurez besoin de leur accord, Lewis, lui avait-il dit. Les avis étaient partagés. Lewis Dodgson était considéré tantôt comme le plus dynamique des généticiens, tantôt comme le plus dangereux. Âgé de 34 ans, le front dégarni, avec un visage émacié et un regard d'aigle, il avait été renvoyé de l'université Johns Hopkins pour avoir utilisé une thérapie génique sur des patients sans avoir obtenu les autorisations de la Food and Drug Administration. Engagé par la Biosyn, il avait dirigé au Chili l'expérience très contestée du vaccin antirabique. Il occupait maintenant le poste de chef de développement des produits, ce qui consistait en gros à prendre le produit d'un concurrent, à le décortiquer, à découvrir comment il fonctionnait et à fabriquer sa propre version. En pratique, il s'agissait de mener bien des opérations d'espionnage industriel, essentiellement dirigées contre InGen. Pendant les années 80, quelques entreprises de génie génétique commencèrent à se poser une question. Quel est l'équivalent d'un Walkman Sony dans le domaine biologique? Ces firmes ne s'intéressaient nullement aux produits pharmaceutiques ou à la santé. Ce qu'elles visaient, c'étaient les activités de loisirs ou sportives, les produits de beauté, les animaux de compagnie. La demande individuelle à l'horizon 1990 était très forte. InGen et la Biosyn attaquaient tous deux le même créneau. La Biosyn avait déjà eu un succès à son actif, la création pour le département de la pêche et de la chasse de l'Idaho d'une variété de truites plus claires. Ce nouveau poisson, plus aisé à distinguer dans les cours d'eau, était censé faciliter la vie du pêcheur à la ligne. Il en avait en tout cas l'avantage de faire taire ceux qui se plaignaient au département de la pêche et de la chasse. On oubliait simplement de préciser que la brûlure du soleil pouvait être fatale à la nouvelle variété et que sa chair était pâteuse et insipide. La Biosyn travaillait sur ces différents points. La porte s'ouvrit et Ron Meyers entra pour se glisser aussitôt dans un fauteuil. Le quorum était atteint. Dodgson se leva. Messieurs, commença-t-il, nous sommes réunis ce soir pour décider si nous devons saisir une occasion. La cible est InGen. Dawson fit un rapide historique. La création d'InGen en 1983 grâce à des investisseurs japonais, l'achat de 3 superordinateurs Cray XMP, l'acquisition d'une île du Costa Rica, Isla Nublar, le stockage d'ambre, les donations insolites à des zoos du monde entier, de la New York Zoological Society au parc naturel du Ranthambore en Inde. Malgré tous ces indices, poursuivit le généticien, nous ignorions le véritable objectif d'InGen. À l'évidence, ils concentraient leurs activités sur des animaux. Ils avaient engagé des chercheurs dans des disciplines orientées vers l'étude du passé, paléobiologistes, phylogénéticiens, etc. Puis, en 1987, InGen racheta la Millipore Plastic Product, une modeste société de Nashville dans le Tennessee. C'était une entreprise de matériel agricole qui venait de faire breveter une matière plastique ayant les caractéristiques d'une coquille d'œuf d'oiseau. Cette matière plastique pouvait être moulée en forme d'œuf et utilisée pour le développement d'embryons de poulet. Dès l'année suivante, InGen réserva à son usage exclusif la totalité de la production de cette matière plastique. Tout cela est passionnant, Dr. Dodson, mais... Simultanément, poursuivit le généticien sans tenir compte de l'interruption,
Les travaux commencèrent à Isla Nublar. De très importants travaux de terrassement, et en particulier le creusement d'un lac de faible profondeur et de 3 kilomètres de long au centre de l'île. Les plans d'un complexe touristique ont été dressés dans la plus grande discrétion, mais il semble bien qu'Ingen ait entrepris dans cette île la construction d'un immense parc zoologique privé. Très bien, Donson, fit l'un des administrateurs en se penchant vers la table. Où voulez-vous en venir? Ce n'est pas un zoo comme les autres, répondit Donson. Celui-là est unique au monde. Il semble en effet qu'Ingen ait réalisé quelque chose de tout à fait extraordinaire. Ils ont réussi à cloner des animaux appartenant à des espèces disparues. Quels animaux? Des animaux dont l'incubation se fait dans des œufs et qui ont besoin de beaucoup d'espace. Quels animaux? Des dinosaures, répondit Dawson. Ils clonent des dinosaures. Le silence consterné qui s'abattit dans la salle était, de l'avis de Dawson, totalement injustifié. Le problème avec tous ces gens de la finance, c'est qu'ils ne se tenaient au courant de rien. Ils avaient investi de l'argent dans un domaine, mais en ignoraient toutes les possibilités qui étaient offertes. En fait, l'idée du clonage de dinosaures était apparue dans les revues spécialisées dès 1982. D'une année sur l'autre, la manipulation de l'ADN était mieux maîtrisée. Du matériel génétique avait déjà été extrait de certaines momies égyptiennes et de la peau du zèbre quagga, une espèce disparue en 1880. Il semblait possible, en 1985, de reconstituer l'ADN du quagga et de donner naissance à un autre animal. S'il en allait ainsi, il s'agirait du premier animal étant recréé par l'homme. Et si c'était possible avec ce zèbre, pourquoi pas avec d'autres animaux? Le mastodonte, le smilodon, le dodo, et pourquoi pas un dinosaure? Il allait sans dire que l'ADN de dinosaures était introuvable, mais en broyant de grandes quantités d'os de dinosaures, il serait peut-être possible d'en extraire des fragments. On considérait autrefois que la fossilisation éliminait l'ADN, mais les chercheurs avaient démontré que cette théorie était erronée. En récupérant des fragments d'ADN en quantité suffisante, il n'était pas interdit de penser que l'on parviendrait à cloner un animal vivant. En 1982, les problèmes techniques semblaient insurmontables, mais il n'existait pas d'obstacle théorique. C'était simplement difficile, coûteux et extrêmement aléatoire. Mais c'était assurément possible, si quelqu'un décidait de s'atteler à la tâche. Et c'est apparemment ce que InGen avait décidé de faire. Ils ont donc construit le plus grand parc d'attractions de l'histoire du monde, reprit Dawson. Comme vous le savez sans doute, les zoos sont extrêmement populaires. L'an dernier, les parcs zoologiques ont accueilli plus de visiteurs qu'il n'y a eu de spectateurs dans les stades de baseball et de football réunis. Les Japonais sont aussi friands de zoos. Il y en a actuellement 50 au Japon, et d'autres sont en construction. Pour la visite du sien, InGen pourrait pratiquer n'importe quel tarif, 2 000 $ par jour, pourquoi pas 10 000, sans compter les à côté, la vente de livres, t-shirts, peluches, illustrés, animaux de compagnie. Comment cela? Bien sûr, si InGen est en mesure de fabriquer des dinosaures grandeur nature, ils peuvent également en fabriquer des dinosaures nains pour servir d'animaux de compagnie. Quel gamin n'aurait pas envie d'un dinosaure miniature chez lui? Un petit animal breveté rien que pour lui. InGen en vendrait par millions, et ils les fabriqueront de telle manière que ces animaux n'accepteront que la nourriture produite par InGen. Bon Dieu, souffla quelqu'un. Eh oui, le parc zoologique serait le pivot d'une gigantesque entreprise. Vous avez dit que ces dinosaures seraient brevetés? Bien sûr, les animaux résultant de manipulations génétiques peuvent maintenant être brevetés. C'est une décision de la Cour suprême qui s'est prononcée en faveur de Harvard en 1987. Ces dinosaures seront la propriété d'InGen et personne d'autre ne pourra légalement fabriquer de semblables. Et qu'est-ce qui nous empêche de créer nos propres dinosaures? Demanda quelqu'un. Rien, mais ils ont 5 ans d'avance. Il sera presque impossible de les rattraper avant la fin du siècle. Bien sûr, poursuivit Donson après un silence, si nous parvenions à nous procurer des échantillons de leurs dinosaures, nous pourrions les analyser et fabriquer les nôtres en apportant suffisamment de modifications à l'ADN pour passer outre à leurs brevets. Pouvons-nous nous procurer ces échantillons? Demanda quelqu'un. Oui, répondit Donson, je pense que c'est possible. Il n'y aurait rien d'illégal? Demanda un autre administrateur après s'être éclairci la voix. Oh non, fit vivement Dawson, absolument rien d'illégal. Je pense à un employé mécontent, des déchets incomplètement détruits, quelque chose de ce genre.
Avez-vous une source sûre, docteur Dawson? Oui, répondit le généticien, mais je crains qu'il ne faille prendre une décision extrêmement rapide, car InGen est actuellement en proie à de petites difficultés et ma source devra agir dans les 24 heures. Un long silence tomba dans la salle. Les regards des administrateurs se tournèrent vers la secrétaire qui prenait des notes et le magnétophone posé devant elle. Je ne vois pas la nécessité d'une résolution en bonne et due forme, reprit Dawson au bout d'un moment. J'aimerais simplement avoir votre sentiment, savoir si je dois continuer dans cette voie. Toutes les têtes s'inclinèrent lentement. Personne ne prononça un seul mot. Pas une déclaration ne figura au procès-verbal de séance. Ils hochèrent simplement la tête en silence. Messieurs, je vous remercie d'être venus, conclut Dawson. C'est maintenant à moi d'agir.